On en vient évidemment à l'aspect algorithmique des choses. On peut imaginer, et certains informaticiens le font, qu'on mette au point des programmes qui vont, grâce au big data, comme on dit, hein, par exemple, définir, ou en tout cas être conçus de manière telle à distinguer tel ou tel comportement, etc., en quelque sorte en faire une norme et en faire une règle. Ouais. Et là, on n'a plus tellement à en discuter. Non, non. Alors là, nous en venons à la controverse, à la vraie controverse, hein, et à la possible divergence de vue entre moi et quelques autres, hein, à travers les livres dont les conférences que vous avez évoquées sont issues. La gouvernance par les algorithmes peut être recelée certains dangers pour les libertés individuelles de plusieurs ordres. D'abord, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de gouvernance par les algorithmes, de gouvernance par une sorte d'intelligence artificielle. J'ai décelé dans le livre, j'ai mis au jour dans le livre plusieurs exemples de gouvernance par les nombres, puisque finalement la gouvernance algorithmique, la gouvernance à travers les systèmes numériques, c'est une variété de la gouvernance par les nombres. Et la gouvernance par les nombres, on en connaît dans l'histoire du droit plusieurs illustrations. C'est donc pas non plus un concept inconnu, mais j'y viens dans un instant. Y compris dans leur aspect automatique. Absolument, absolument. Mais j'y viens dans un instant. Avec la gouvernance algorithmique promue par certains dans les termes que vous venez de résumer, je crois qu'on franchit un pas de plus et peut-être un pas de trop. Il y a une espèce de gouvernance par les nombres lorsque on substitue au fait un chiffre. Lorsque, pour l'application d'une norme juridique, on va déterminer les conditions d'application de la norme sur la base d'un chiffre plutôt que sur la base d'une analyse de la réalité d'une situation. Je prends dans le livre un exemple parmi beaucoup d'autres qui est le droit des OPA, le droit des OPA obligatoires en particulier. Autrefois, pour que quelqu'un soit tenu de lancer une OPA obligatoire, il fallait démontrer qu'il avait acquis le contrôle de la société cotée, moyennant le paiement d'un surprix. Aujourd'hui, le simple franchissement d'un seuil suffit à déclencher l'OPA obligatoire, variante de la gouvernance par les nombres. En matière de contrôle prudentiel sur les banques en particulier, c'est aussi une série de concepts prédéfinis de manière objective et fermée, un emboîtement de définitions de critères qui vont déterminer l'application d'un certain nombre de normes plutôt qu'une analyse factuelle fine et spécifique de la capacité de la banque à remplir ses engagements, pour simplifier encore. Quand en matière de politique monétaire, on assigne à une banque centrale pour mission de maintenir un certain pourcentage d'inflation et rien d'autre, c'est une manière de gouverner par le nombre. Le droit des contrats qui est fondé sur des calculs d'utilité, c'est une autre manière de gouverner par les nombres. Bon. Avec la gouvernance algorithmique, on franchit un pas de plus, puisqu'ici, il va s'agir, selon la logique binaire du numérique, de définir de manière quantitative, en fonction des conséquences qu'un comportement peut avoir, ce qui est bien et ce qui est mal. Le bien et le mal, la bonne ou la mauvaise conduite vont être prédéterminés sur la base d'une logique purement quantitative et finalement d'une logique binaire. Reprenons l'exemple de l'automobile, puisque c'est un objet qui suscite ce que j'appelle dans le livre une sorte d'opprobre sociétaliste. L'automobile va être propulsé contre la paroi du tunnel, le dilemme du tramway, pour, comment dirais-je, au nom de l'idée que 2 morts valent mieux que 5. Bon. Alors, de manière un peu provocatrice, dans le livre, je dis l'exemple, oui, mais si le passager de l'automobile est un prix Nobel. Voilà. Une question peut-être un peu sacrilège, mais qui devient simplement pour illustrer qu'une logique qualitative peut, comment dirais-je, se mêler à l'affaire et illégitimer en quelque sorte la logique purement quantitative. L'automobile
automatiquement stopper à un feu rouge pour éviter l'accident. Oui, mais si dans le véhicule, un enfant est en train de mourir et qu'on doit absolument prendre un risque pour le sauver et rejoindre l'hôpital à temps. Ce sont des problèmes d'ordre moral, d'ordre éthique que la gouvernance algorithmique ne résout pas, me semble-t-il. Sauf au titre d'un choix purement arbitraire, qui est le choix quantitatif, au titre des conséquences ainsi prédéterminées dans cette logique binaire du numérique. Première observation. Deuxième observation, qui programme l'algorithme? Ça, c'est un problème vraiment fondamental, lui aussi. Nous vivons dans un système de démocratie représentative, disons, un système de démocratie où la discussion de type athénien va permettre de peser le pour et le contre sur la base de multiples critères où le quantitatif va se mêler au qualitatif. Bref, les personnes concernées, même si c'est par les voies de la représentation démocratique, sont associées au débat, et on peut dire du bien ou du mal de la démocratie représentative. Je crois qu'au bout du compte, elle présente quand même d'incontestables vertus. Et le système nous est d'ailleurs envié par ceux qui n'en bénéficient pas à l'heure actuelle. On n'a pas besoin de l'illustrer par de nombreux exemples, la chose est évidente. Qui va programmer les algorithmes dans un système de gouvernance purement algorithmique? La question est posée par Hugues Bersini lui-même, qui propose un système que j'assimile à un système de despotisme, entre guillemets, présumé éclairé en quelque sorte, puisque selon lui, un tout petit nombre de politiciens devraient être élus pour déterminer les grandes options morales, et sur la base des choix ainsi faits par les politiciens ainsi sélectionnés, l'application automatisée de la norme devrait être programmée par une élite de sachants qui, de cette façon, verrouillerait en quelque sorte le système. Et j'ai le sentiment que ce faisant, on en arrive à une certaine perversion de la démocratie et qu'on confisque en quelque sorte le pouvoir au profit précisément d'un petit nombre de politiciens, d'une part, comme les appelle Hugues Bersini, ou d'une élite de sachants, et donc un système élitiste au bout du compte. Première observation. L'autre observation, c'est que le système alternatif qui est proposé par certains à cet égard, c'est en quelque sorte un système dit justice ou dit démocratie, la démocratie ou la justice par le réseau. Direct, une certaine démocratie directe. Mais bon, le problème de la démocratie directe, c'est qu'elle évite une démocratie de l'émotion, une justice de l'émotion, une justice de la masse, dans laquelle la responsabilité est diluée dans une masse anonyme en quelque sorte, d'une part, une justice ou une démocratie de l'émotion, une justice et une démocratie au terme de l'exercice de laquelle on peut se demander si le principe humaniste de la présomption d'innocence ou de la présomption de bonne foi ou des droits de la défense demeure suffisamment préservé. Aussi une justice ou une démocratie par le réseau qui, au-delà d'être émotionnelle, conduit nécessairement à des jugements simplificateurs. Et je prends un exemple actuel, peut-être lui aussi un peu provocateur, mais c'est à dessein que je l'ai pris pour illustrer mon propos. Je prends l'exemple de l'évasion fiscale, qui déclenche beaucoup de réactions légitimes au sein de la population et sur les réseaux. Comment peut-on demander au réseau de préserver toutes les nuances de la distinction, pourtant fondamentale, entre ce qui est véritablement de la fraude fiscale, et d'autre part de l'optimisation fiscale, parfaitement licite, parce que simplement le produit de l'utilisation des mécanismes juridiques qui existent, et peut-être ou qui n'existent pas, peut-être l'utilisation de certaines faiblesses du système, mais ça c'est un rapport de pouvoir à contre-pouvoir. Il appartient au législateur, grâce au mécanisme de la démocratie représentative, avec tous les filtres qu'elle comporte et la discussion athénienne qu'elle permet, de rendre plus sévère un système qui, à un moment donné, aurait manifesté certaines failles. Mais je ne vois pas que l'on puisse aboutir à la préservation de toutes ces nuances dans un système dit justice
ou dit démocratie, et j'ai été frappé, je cite dans le livre, par le propos d'une philosophe française assez connue à l'heure actuelle, qui n'est pourtant pas réputée pour des jugements simplificateurs. Je cite Cynthia Fleury, qui, à l'occasion d'une interview, considérait que l'optimisation fiscale est un déni de démocratie. Je crois que là, on franchit un pas sans doute. Enfin, le jugement est un peu expéditif. Et c'est ce que je redoute personnellement dans l'avènement d'un système numérisé de justice et de démocratie par le net, qui n'est rien d'autre, comme je le dis dans le livre, d'une certaine façon, qu'une justice du pilori. Oui, justice du pilori ou justice de l'opinion publique, voilà, qui existe déjà bel et bien. Ça, c'est vrai. Mais je le dis aussi dans le livre, il y a quand même un filtre. Bon, on se plaint beaucoup, à l'heure actuelle en particulier, de l'intrusion des médias dans le débat public. Les médias étant censés représenter l'opinion publique. Et on entend, effectivement, ou on lit dans les médias, parfois certains jugements assez tranchés, pour le dire ainsi, à propos, par exemple, du problème de l'optimisation fiscale que je viens d'évoquer. Bon. Mais cela, une fois dit, le média s'étant exprimé, d'abord, il comporte une première médiation, si j'ose dire. On peut quand même faire confiance aux journalistes pour respecter une certaine culture du débat. Il y a donc un premier filtre. Et ensuite, la démocratie représentative peut prendre le relais. Si les médias expriment ce que j'appelle l'esprit du temps, les mécanismes de la démocratie représentative peuvent prendre le relais, et on l'a vu d'ailleurs à propos du problème particulier que nous évoquons ici, puisque le législateur, à propos de l'évasion fiscale, de l'optimisation fiscale, du choix de la voie la moins imposée, est intervenu, rendant, il est vrai, plus contraignants les choix possibles en cette matière, et la jurisprudence, par ailleurs, qui est une autre technique inhérente à la démocratie représentative, à nouveau, peut elle aussi, avec ses filtres, comment dirais-je, assurer des évolutions au départ d'une certaine perméabilité par rapport à l'esprit du temps. Donc, pour le dire d'un mot, je pense que les mécanismes actuels, si on veut, comment dirais-je, assurer une plus grande influence de la population, du sentiment général sur l'évolution du droit, les mécanismes actuels existent qui permettent de le faire avec un peu plus de mesure et de sécurité qu'une justice ou une démocratie par le net, pour le dire ainsi.